Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, je suis professeure des écoles et j'aime vraiment enseigner. Pourtant, il peut m'arriver de penser à changer de métier, ne serait-ce que par curiosité. Mais comment quitter une profession où reconversion est synonyme d'exception ? C'est ce que j'ai décidé de partager avec vous en décryptant 2 fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Aujourd'hui, je reçois Pépita, 31 ans, qui a démissionné de l'éducation nationale après avoir enseigné la philosophie en lycée durant 4 ans. Aujourd'hui, elle est coach sportive et comme elle le dit si bien, elle vit sa meilleure vie. Dans cet épisode, on parle du statut de l'enseignant et des responsabilités qui en émanent, des cases institutionnelles dans lesquelles on ne rentre pas toujours, du mal-être au travail, parfois invisible et souvent incompris, et des différentes facettes de l'entrepreneuriat, le tout sans filtre, et celles et ceux qui la connaissent ne seront certainement pas surpris. Bonne écoute! Bonjour Pépita, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup pour le temps que tu m'accordes aujourd'hui. Est-ce que pour démarrer, tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît? Ok, alors déjà, merci beaucoup Florence pour cette invitation sur ce podcast. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de le faire et je vous souhaite une grande réussite et je lui souhaite d'être écouté par plein de personnes. Merci. Donc voilà, déjà, on commence comme ça. On commence bien. Et ensuite, moi, c'est Pépita Fit sur les réseaux. Donc, c'est mon pseudo, c'est pas mon vrai prénom. J'ai 31 ans, j'ai enseigné 4 ans. J'ai fait une année de report de stage parce que vraiment, j'avais pas envie de mettre les pieds dans les classes. Donc, j'ai laissé traîner le moment où fallait que j'y aille, quoi. Et j'ai démissionné. Je sais plus en quelle année. J'ai pas de notion du temps. Donc, les informations que je vais vous donner vont être assez floues à ce niveau-là. Mais en tout cas, je suis aujourd'hui coach sportive en ligne et donc je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, j'ai une chaîne, la Strongman Factory, etc. Voilà rapidement qui je suis. Et alors, par curiosité, t'avais fait quoi comme études ? Genre, est-ce qu'il y a quelque chose qui se rapproche soit de la musculation, soit de la philosophie ou de l'enseignement, ou rien du tout ? Oui, j'ai pas dit de quoi j'étais prof tellement ça m'a saoulée d'être prof. J'ai fait, en fait, j'ai passé mon bac à Mayotte. Ensuite, j'ai été à La Réunion et j'ai fait une classe préparatoire Cannes-Hippocagne, enfin Hippocagne-Cannes dans le bon ordre. Et en fait, je suis tombée amoureuse de la philosophie. Seulement, la philosophie, ça mène pas vraiment quelque part dans la vie, à part à enseigner. Donc, je me suis retrouvée à être prof après avoir fait un parcours classique, hein. J'ai fait une licence 3, un master, je fais 2 ans de prépa concours et boum, j'ai eu mon CAPES de philo et boum, je suis devenue prof, quoi. Et du coup, je voyais sur Instagram, t'avais écrit en 2018 « La vérité, c'est que j'ai jamais voulu être prof ». Non, mais clairement, la vérité, c'est ça. C'est une erreur de parcours. Je sais pas comment je me suis retrouvée là. Prof, c'était pas du tout un choix. Et la vie un peu compliquée a fait que ça s'est imposé à moi. Mais le premier jour où j'ai mis un pied à l'ESP, j'étais avec un pote à ce moment-là et je l'ai regardé et je lui ai dit c'est pas moi ça. Je veux pas être là. En fait. T'as fait 4 ans quand même. Ouais, mais j'ai tenu, hein. Et le visiteur, donc à l'époque, avec l'ESP, on avait des gens sur notre année de titularisation, voilà, des gens qui venaient nous visiter pour surveiller que le travail soit bien fait. Donc le visiteur à l'époque, qui était un prof de fac que par ailleurs j'aimais beaucoup, m'avait dit tu tiendras pas 5 ans, quoi. Parce que j'y mettais beaucoup d'énergie paradoxalement et parce que j'avais à cœur de bien faire les choses. Ouais. Et il avait raison parce que voilà, au bout de 4 ans, j'ai dit ciao bye, je me casse, quoi. Ouais, tu t'es dit que peut-être en y mettant vraiment du tien à fond, t'allais pouvoir le faire à ta manière, sans forcément rentrer dans le moule qui te plaisait pas trop, quoi. Voilà, c'est exactement ça. En fait, j'ai toujours considéré que c'était pas de la faute des élèves si moi j'avais pas envie d'être là et que j'avais pas à leur faire payer mon seum d'être prof, en fait. Donc, j'ai toujours voulu leur donner le meilleur. Et par ailleurs, vraiment, la relation avec les élèves, c'était vraiment super. Enfin, j'adorais mes élèves, on s'entendait bien et c'était cool. C'est vraiment l'institution qui, pour moi, est problématique. Et en fait,
on a une espèce d'illusion de liberté pédagogique. Et dans la réalité, il y a tellement d'infantilisation du prof, mais aussi de l'élève. Il y a tellement d'ordres, de consignes, d'administratifs éclatés au sol qui nous empêchent de faire plein de choses. C'est vraiment ça qui t'a décidé à partir, quoi. C'est tout ce côté institutionnalisation autour dans lequel tu n'arrivais pas à rentrer, dans lequel tu ne voulais pas rentrer. Ouais, voilà, c'est ça en fait. En fait, il y a plein de trucs que je trouve absurdes dans le système EducNat. Alors déjà, enfin voilà, moi j'étais prof de philosophie, donc déjà je trouve que c'est un peu particulier comme matière, parce que c'est une matière qu'on voit que en terminale. En tout cas, au moment où moi j'enseignais, c'est une matière qu'on voyait que en terminale, et du coup les élèves arrivent et découvrent une matière sur laquelle on va les évaluer au bac à la fin de l'année. Donc déjà, je trouve ça absurde. Comment en un an, on peut être évaluable pour un examen de fin de cursus, en fait? J'ai toujours pas compris. Ensuite, c'est une matière, c'est une discipline qui a tout un mythe autour d'elle. Les élèves attendent la philosophie comme ce truc un peu... voilà, un peu mystique. Il y a tout un truc autour du prof de philo qui est forcément chelou, dans la lune, complètement perché, qui fume des gros pétards. Et il y a aussi une énorme responsabilité, je trouve, parce que du coup, on porte ce mythe sur nous face à des élèves en construction, à des individus en construction, et on a la responsabilité du discours qu'on tient devant eux, de comment notre discours va les marquer à tout jamais. Je pense que tout le monde se souvient de sa prof de philo. Voilà. Donc c'est ça en fait, hein. Enfin, moi, quand je me tenais devant ma classe, je savais que dans 50 ans, ils se rappelleraient de moi en fait. Enfin, Exactement. Bah, du fait de ne l'avoir qu'une seule année et d'avoir qu'un seul prof ou une seule prof, en fait, forcément, c'est le ou la prof de philo. T'en as pas eu 36, quoi. voilà. C'est obligé que tu t'en souviennes, en fait. Du coup, oui, ça te marque forcément. En plus, le fait que l'enseignement, ce soit des propos qui sont marquants par leur sens. Moi, j'ai vachement souvenir de qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que l'amour. C'est des trucs, t'as 17-18 ans quand t'arrives en terme, tu t'es jamais trop posé cette question. Et là, on te la pose, c'est hyper personnel. Et Ouais. que t'aies une bonne note ou pas à ta disserte derrière, c'est pas l'important, je trouve, mais c'est le fait de t'être posé la question, bah, ça engendre beaucoup de choses, en fait, dans ta construction pour après. Donc, c'est hyper important, en fait. Mais complètement, c'est ça, c'est vraiment, c'est un éveil à la réflexion, et ce sont des réflexions qui ensuite pourront faire sens plus tard dans la vie en fait. Vraiment, moi je considérais que je semais des graines. J'avais vraiment un discours féministe sur une classe, enfin face à une classe de 35-37 élèves. J'ai même eu 37 élèves, bref. Et du coup, oui, voilà, on sème des graines, et on peut pas dire n'importe quoi. Et en même temps, on les éveille à la réflexion, et en même temps, moi j'étais obligée d'avoir un discours engagé, parce que je vois pas comment je peux être neutre face à des individus qui vont se construire, dans la société telle qu'elle est. Donc j'avais l'impression d'être toujours dans un discours dissident. Quand je faisais le cours sur la politique, je parlais d'insurrection, enfin c'était vraiment pas très, éthique et responsable tout ça. Et puis si je peux raconter encore une petite anecdote. Alors en fait déjà à mon époque, la question de la tenue républicaine, vu que c'est le sujet actuellement, cette question se posait, et dans le lycée où j'ai enseigné, c'était la guerre, pour les tenues des filles qui avaient des jeans troués ou des crop tops et compagnie, et la CPE allait leur courir après pour leur dire d'aller se rhabiller, les renvoyer chez elles, et cetera. Et en fait, moi, de base, j'ai toujours dit à mes élèves, donc contre cette loi qui était dans le lycée, contre cette règle qui était dans le lycée, j'ai toujours dit à mes élèves, vous vous habillez comme vous voulez en fait. Votre tenue, tout ceci ne dit rien de la personne que vous êtes, et n'a pas à entrer en compte dans l'enseignement que je vais vous transmettre, ou l'écoute que vous allez avoir à l'égard de mon enseignement. Donc on s'en fout en fait. Et du coup, je venais moi-même en jean troué et en crop top. Et je me suis faite engueuler par la CPE, moi la prof, hein. Je me suis faite engueuler par la CPE comme si j'étais un moins que rien. Alors que, enfin, je veux dire, ma tenue en tant que prof ne dit rien de la qualité de mon enseignement. Et donc, bien sûr, j'ai râlé, et cetera, et je me laissais pas faire. Mais c'est fatigant, en fait, d'avoir ce genre de truc complètement débile qui vient
qui est un frein à l'enseignement et à l'éducation, et notamment celle des filles, quoi. Ce que tu dis là, je l'ai retrouvé quand on a passé les concours. Donc on s'était préparés, nous, toute l'année pour passer le concours de prof des écoles. Et puis, voilà, il s'est avéré que j'ai fait partie de ceux qui avaient leurs écrits et après tu te prépares pour les oraux. Autant te dire, les écrits, j'y suis allée en jogging, chaussures, Ouais. polaire moumoute et j'avais des gants. Parce que quand je suis stressée, j'ai très froid aux mains, donc j'ai passé toutes mes épreuves avec des gants. Et je me suis dit, bon, pour l'oral, ça le fait moyen d'arriver habillée en tenue de ski, tu vois. Donc on a eu un cours là-dessus, sur comment s'habiller. Et Ah on ouais. nous a demandé d'éviter les jupes pouces au viol. Donc déjà, première chose, je me suis dit, bon, c'est hyper mal engagé. Deuxième chose, je me souviens qu'on nous avait dit, le jour de votre oral, il ne faut pas qu'on voit si vous avez des piercings ou des tatouages. Ouais. Et je me souviens qu'on avait eu un blabla de 15 minutes pour enlever nos piercings. Et on nous avait expliqué, limite, quelle crème acheter s'il fallait cacher un tatouage. Et en fait, j'étais pas vieille déjà, mais et j'avais pas de tatouage et j'avais pas de piercing, donc si tu veux, j'étais pas concernée. Mais déjà de ce jour-là, n'ayant pas encore mon concours, je me suis dit ouf, c'est quoi ce truc dans lequel tu peux pas t'habiller comme tu veux et être qui tu veux. Et en fait, je ne comprenais pas à l'époque en quoi avoir un tatouage ou un piercing pouvait ne pas te faire avoir ton oral. Et en fait, aujourd'hui, voilà, j'ai grandi, j'y suis dans l'éducation nationale, mais sauf que je comprends toujours pas. Mais bien sûr, mais oui, en fait, c'est vraiment un espèce de conformisme, un autoritarisme et une infantilisation constante des professeurs et des élèves, parce que les élèves sont considérés encore comme des moins que rien, qui doivent obéir à l'autorité. Enfin, voilà, ce que tu décris, quoi. Et du coup, j'en reviens à ton parcours, donc t'as mis 4 ans à partir. Qu'est-ce qui fait que t'as tenu pendant 4 ans ou qu'est-ce qui fait que tu n'es pas partie? Alors ça, c'est une bonne question. Ce qui fait que j'ai tenu, euh, c'est en fait, il fallait que je me laisse un peu le temps de voir, en fait, je pense. Même si je savais que, dès le premier jour où j'y suis allée, j'ai su que j'allais démissionner. Euh, il fallait que je me laisse le temps de voir, que je mette des sous de côté aussi, parce que les conditions Ouais, matérielles d'une reconversion sont extrêmement compliquées pour certaines on va personnes. y venir justement, ouais. Ouais. Donc voilà, et en fait, j'ai tenu. Parce que j'ai essayé, en fait. J'ai essayé de faire les choses bien, j'ai essayé d'aller au bout de moi-même, j'ai essayé d'honorer les études que j'ai faites et j'ai voulu que mes parents soient fiers du fait que j'ai obtenu ce concours et que voilà. Euh, donc voilà, j'ai essayé d'aller au bout et, et puis c'était pas pour moi et j'arrêtais pas d'en parler en salle des profs et on me disait mais t'es faite pour ça. Et en fait, tellement je faisais bien les choses, au sens où j'y mettais du cœur, de l'énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie, les gens pensaient que j'allais bien, en fait. Que j'allais bien, alors que j'étais en dépression, vraiment, enfin, ou en burn-out. Et c'était pour moi, à un moment donné, devenu une question de vie ou de mort. C'est très violent ce que j'ai ressenti. Ça me mettait hors de moi et c'était pas sain. Et j'avais une angoisse tous les matins quand je me réveillais d'aller bosser. Angoisse que personne ne voyait parce que je voulais pas, encore une fois, la faire subir aux élèves. Mais j'allais très mal et c'était très compliqué et personne ne me croyait, encore une fois, en salle des profs. J'entendais par ailleurs énormément de profs dire qu'ils en avaient marre, que c'était chiant comme métier, toujours à se plaindre des élèves constamment en salle des profs, ça m'insupportait. Et ces personnes-là étaient toujours profs. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi elles ne démissionnaient pas, pourquoi elles ne se reconvertissaient pas. Et je trouve qu'on a encore une fois la responsabilité d'avoir une classe devant soi, des élèves, des individus en construction, et que, eh bien, qui on est et comment on leur transmet les choses joue sur leur construction en tant qu'individu et qu'on ne peut pas se permettre d'être un ou une prof aigrie, en fait. C'est des éponges en plus à cet âge-là, ils absorbent toutes tes émotions, tous tes ressentis. Mais c'est ça, et puis ils marchent beaucoup au feeling, ils vont bosser dans une matière parce qu'ils aiment bien le prof et pas dans une autre parce qu'ils n'aiment pas, etc. Donc, enfin pour moi, on a un devoir moral en tant que prof de donner le meilleur, et si on n'y arrive plus, on part parce qu'on a des humains en face de soi, on n'a pas seulement des élèves en fait.
Et en même temps, si les conditions de reconversion étaient facilitées, peut-être qu'il y aurait plus de profs qui partiraient. Et moi, c'est exactement pour ça que quand j'ai commencé à me poser la question de partir vis-à-vis de, bah, pareil, plein d'enseignants qui se plaignaient tout le temps, pendant 3 4 ans, je me disais, bah, pourquoi ils partent pas? Et en me faisant la même réflexion que toi, que c'est hyper important d'être bien dans ce métier-là, parce que bah, t'as des enfants, alors toi c'était des plus grands, mais peu importe l'âge, Mm. ils sont en construction, comme tu dis. Et en fait, quand j'ai compris qu'on pouvait pas se reconvertir comme on voulait, qu'il y avait pas le pôle emploi, qu'il y avait pas, bah, que nos études en fait amènent à rien à part être prof, mais que si tu démissionnes, bah tu peux plus être prof. Ouais. Du coup, je me suis dit, ok, bah du coup, ils partent pas parce qu'ils ont pas d'autre choix. Et en fait, c'est la même chose pour plein de gens, vu de mon regard plus jeune avant, tous ces enseignants qui sont en arrêt longue maladie. Et que je comprenais pas, je me disais, bah ils ont la flemme, ils ont pas envie de bosser. Et en fait, là, je commence à comprendre, c'est juste des gens qui sont super mal dans leur métier Mm. et à qui on n'ouvre aucune porte, voire même on leur ferme les fenêtres, quoi. Ouais. Et en fait, tout ce qui leur reste, bah, quand on te refuse ton temps partiel, ta dispo, voire ta démission des fois, Ouais. bah, il te reste quoi? En fait, on te dit, ben, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous mettre en arrêt, quoi. Ouais. Et je me dis, c'est tellement triste parce que du coup, ils gardent plein de gens qui n'ont pas envie d'être là pour toute raison que ce soit. Ça peut être par rapport au relationnel avec les enfants, ça peut être par rapport à la matière, ça peut être par rapport à la distance, ça peut être par rapport au système en lui-même. Ils gardent des gens qui n'ont pas envie d'être là. Et à côté de ça, bah, le concours est difficile à obtenir, hein, que ce soit Ouais. primaire ou secondaire, selon les matières. Et il y a plein de gens qui ont envie d'y rentrer et qui auraient plein de capacités à faire un super boulot Ouais. et qui n'arrivent pas à y rentrer. Et bon, après, voilà, ça fait retomber sur la question du concours, avec des épreuves écrites et orales qui prennent pas la pratique en compte. C'est dommage aussi, mais je pense que s'il y avait plus de terrain, si par exemple les 2 années de master étaient en formation filée et qu'on avait du stage filé, peut-être qu'on aurait déjà une meilleure idée de ce que c'est, de ce que ça représente. On pourrait discuter avec les collègues, et peut-être que si on voyait un peu leur mal-être et qu'on prenait conscience de certaines choses, on s'engagerait peut-être pas tous et toutes autant. Mais à l'inverse, peut-être que d'autres qui n'y ont pas pensé s'engageraient parce qu'ils y trouveraient peut-être leur compte, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est dommage, c'est c'est comme tous les métiers. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Le souci, c'est que, ben, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qui y sont et beaucoup de gens qui aimeraient l'être et qui n'y sont pas. Et c'est ce ratio-là que je trouve un peu triste, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça, tu pointes bien encore une fois l'absurdité du système, quoi. En fait, on découvre vraiment ce que c'est une fois qu'on y est et on apprend vraiment à être prof en le faisant, en fait. Et puis, comme tu dis très bien, voilà, il y a énormément de raisons qui pourraient conduire à en avoir marre. Et notamment le fait qu'effectivement, on soit un pion, on ne choisit pas où on va aller enseigner, Ouais. donc on ne choisit pas où on va construire notre vie. Et le nombre de collègues que je voyais qui étaient avec leur conjoint-conjointe à des kilomètres de distance parce que l'autre n'était pas prof et que malgré le Pacs ou malgré les enfants ou malgré que sais-je, il n'y avait pas de rapprochement possible parce que pas de mutation de la personne qui était prof, ben voilà, c'est une raison d'arrêter ce métier et en même temps on peut pas parce que voilà, comme tu dis, déjà, on a obtenu un concours qui est extrêmement difficile et ça fait quelque chose de cracher sur 10 ans de sa vie d'études et de concours. Et puis, il y en a qui veulent cette place et qui ne l'ont pas. Donc, on crache sur quelque chose que d'autres désirent. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Toi, t'as opté pour quoi d'un point de vue administratif? C'est une démission que tu as demandé? Oui, alors, au départ, je voulais demander une disponibilité. Bien sûr, elle m'a été refusée sans surprise. Ensuite, du coup, oui, j'ai demandé une démission et ça a été extrêmement compliqué de l'avoir parce que sous réserve des nécessités du service, Les fameuses. apparemment, ils ont besoin de profs de philo, mais il n'y a que très peu de places au concours, donc là encore une absurdité, hein. Du coup, j'ai fini par avoir ma démission et du coup, effectivement, pas de chômage. Enfin, voilà, on n'a rien, hein, quand on quitte l'Éducnat. Donc, moi, j'ai fait un prêt à la banque tant que j'étais encore prof, pour qu'ils me le donnent, en fait, pour, financer, ma reconversion. Et donc, actuellement, j'ai toujours ce crédit à rembourser. Ça m'a permis de financer ma formation pour être coach en ligne Ouais. et ça m'a permis de financer les mois où il n'y avait pas encore de revenus. Et aujourd'hui, je gagne ma vie, on va dire, au minimum, quoi. Au minimum, mais j'en suis qu'au début parce que c'est long de créer une auto-entreprise et de créer une entreprise qui marche, surtout la manière
dont je le fais est un peu particulière, donc voilà. Mais on peut dire que ça roule quand même. Et tu l'avais déjà ton projet quand t'es partie? Je veux dire le prêt, tu l'as fait en te disant que t'allais avoir un projet ou tu savais déjà que c'était celui-ci? Alors, je savais pas trop en fait, enfin, je savais que j'avais besoin de partir. C'était vraiment, voilà, encore une fois, une nécessité vitale et je savais que j'avais besoin d'un métier, dans lequel je puisse arrêter de réfléchir, parce que vraiment, mon cerveau tourne H24. Les activités, physiques, enfin tout ce qui est manuel, permet de mettre mon cerveau sur pause et j'avais découvert, enfin j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, hein. Et j'ai toujours, aimé, les métiers du care, du soin à autrui, Ouais. heu et du coup, ayant découvert la musculation quelques années auparavant, je me suis dit que ça serait peut-être un lieu où je m'épanouirais mais j'avais pas, misé, ma vie là-dessus. Enfin, je m'étais dit: «Ouais, ça pourrait être sympa. De toute façon, il faut que je me casse donc vas-y, c'est bon, je fais ça» et en fait, je me suis découverte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, je m'étais dit: «Si ça marche pas, je m'en fous, je ferai autre chose. Je ferai n'importe quoi, je m'en fous complètement». Je voulais juste me casser et en fait, aujourd'hui, je me suis découverte et je ne veux pas faire autre chose. Je veux faire ça et je veux le faire jusqu'au bout et donc je regrette mais tellement pas et ma démission, mais en plus et ce choix, du coaching en ligne, quoi. C'est quoi que t'aimes dans ton métier maintenant? Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre, l'enseignement de la philosophie et le coaching, en musculation en ligne. En réalité, ça m'aide beaucoup, hein, ces années d'enseignement m'aident beaucoup dans mon métier actuel. Donc ce que j'aime, c'est l'aspect, social du réseau parce que, j'ai une audience qui choisit de m'écouter, c'est-à-dire qu'elle est là librement. C'est pas comme mes élèves qui étaient là à 8 heures du matin et qui n'avaient pas choisi d'écouter leur prof parler de Nietzsche en fait. Alors que là, mon audience, si elle allume son téléphone et qu'elle regarde Instagram et qu'elle regarde mon compte à 8 heures du matin, elle a choisi de le faire et elle est ou non réceptive à ce que je vais dire. Mais en tout cas, déjà, j'ai en face de moi, même si c'est virtuellement, c'est pour moi très réel, j'ai en face de moi des personnes qui ont envie d'entendre ce que j'ai à dire et pas de m'écouter aveuglément, mais d'y réfléchir, de faire leur vie et éventuellement de considérer que ce que je dis peut être intéressant pour eux et elles. Donc vraiment, ça, je trouve ça génial. Ensuite, encore une fois, l'aspect social au sens où j'ai vraiment un certain nombre de valeurs, de, comment dire, d'idéaux que je peux transmettre. Et donc ça, c'est un réel bonheur de pouvoir utiliser les réseaux qui sont souvent décriés. Pour moi, Instagram, YouTube et les autres trucs, c'est absolument génial. On peut faire passer des messages, on peut faire changer les choses. Et donc ça, j'adore. Et le fait de rencontrer des gens sur Instagram, d'échanger énormément avec les gens. Et puis plus précisément dans le coaching en lui-même, mais en fait, encore une fois, j'ai des personnes qui ont choisi de faire appel à moi et qui ont choisi mes conseils dans leur vie, mon accompagnement au quotidien. Et, euh, et moi, je leur donne tout ce que j'ai, en fait. Je donne le meilleur de moi à des gens qui l'ont choisi et je leur transmets. De la même manière que je transmettais à mes élèves et que je donnais tout ce que j'avais, mais là, ces personnes-là l'ont choisi. J'ai pas à les convaincre. Alors que devant une classe, il faut convaincre son auditoire que ce qu'on dit est intéressant et utile dans leur vie, en fait. Et c'est vraiment toute la différence, je trouve. C'est vrai qu'il y a un réel parallèle entre ton métier d'avant et ton métier de maintenant, mais ouais, vu comme ça, en fait, la vraie différence, c'est que ben, ton auditoire, il a choisi d'être là, quoi. Et c'est comme nous, au final, quand on fait quelque chose parce qu'on a envie de le faire, forcément, on le fait mieux que quand il y a de l'administratif à faire et qu'on le fait, genre, vite fait, au bout de 3 semaines, à l'avoir repoussé parce qu'il n'y avait pas le choix, tu vois. C'est clair. Et du coup, au niveau d'une journée, enfin, est-ce que déjà tes journées sont toutes les mêmes ou est-ce que c'est tes coachés qui choisissent leurs horaires? Alors non, vraiment, mes coachés, ils sont libres, hein. C'est-à-dire que si quelqu'un veut m'envoyer un message à 4 heures du matin, libre à lui ou elle. Moi, après, c'est moi qui m'organise, en fait. Mes journées sont à la fois toujours les mêmes et à la fois pas du tout les mêmes. C'est le bonheur d'être auto-entrepreneur, en fait, c'est que bah, déjà, il n'y a aucune autorité au-dessus de moi et je dois rendre de compte à personne, sauf à mes coachés. Et ça, c'est vraiment génial parce que dans l'EducNat, j'avais l'impression d'avoir toujours à me justifier et à légitimer mes méthodes, ma pédagogie, mes choix.
Là, en fait, voilà, encore une fois, les gens qui sont là, ils savent pourquoi ils sont là, ils savent qui je suis et ils me choisissent pas par hasard. Du coup, j'ai cette liberté déjà et j'ai aussi la liberté, d'organiser mes journées. Alors moi, je suis vraiment accro au travail, j'adore travailler, j'ai toujours énormément travaillé, même quand j'étais prof, donc j'ai toujours une charge de travail, considérable. Mais là, je peux faire les choses vraiment comme je l'entends. Par exemple, me réveiller à 7 heures, faire 3 heures où je débriefe tous mes coachings, je regarde les vidéos, je corrige les techniques, je réponds aux angoisses des uns des autres, des unes des autres. Ensuite, je peux faire 2 heures où je fais du montage pour Instagram, je crée des posts. Ensuite, je vais faire 2 heures où je m'entraîne, où je vais pouvoir partager sans story, donner des tips en musculation, etc. Puis je vais pouvoir refaire 3 heures où je bosse sur ma création de contenu, 2 heures où j'échange sur la Strongman Factory avec mes collègues. Vraiment, j'organise mon temps comme je le veux. Là, tu prends les choses selon ta motivation du moment, en gros, quoi. Tu fais ce que Exactement. tu as envie de faire à l'instant où tu as envie de le faire et tu peux décaler, repousser, avancer, etc. Ouais. Comme bon te semble, quoi. À part, bah voilà, les créneaux. Parce que du coup, tes coachés, ils s'entraînent, donc c'est à distance, c'est en ligne, et comme tu parles de vidéo, ils le font devant toi et après tu re-regardes la vidéo pour avoir du recul, ou ils font leur entraînement à part et ils t'envoient leur vidéo quand ils l'ont fait, et là tu regardes et tu débriefes avec eux. Alors, c'est une bonne question, effectivement, je vais préciser. En fait, mes coachés s'entraînent à leur guise, aux heures qui leur font plaisir, et filment certains exercices, ou tous les exercices, enfin, on voit ensemble les priorités. Et en fait, ensuite, mes coachés m'envoient leurs vidéos d'exercices avec un retour de séance pour me dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, comment telle personne se sent dans sa vie actuellement, comment je peux l'aider, etc. Et donc moi, je débriefe leurs vidéos d'exécution, mais chacune fait sa séance à l'heure qui lui convient. Je suis pas là en visio, en fait. Je suis là en message, Ah! quoi. C'est génial parce que du coup, toi, t'as ta liberté organisationnelle, mais en fait, t'es coaché aussi. Exactement, voilà, c'est ça. C'est trop bien. C'est ce qui permet aussi d'avoir un échange vraiment quotidien, quoi, quasiment, hein. Si quelqu'un s'entraîne 5 fois semaine, on va échanger sur sa séance une fois que la personne m'aura envoyé ses vidéos. C'est parce qu'on a cette liberté-là qu'on peut être aussi. Finalement, il n'y a pas vraiment de distance. Et c'est ça qui est intéressant. On est en ligne, mais on n'est pas à Ah, distance. je trouve ça complètement dingue parce qu'en fait, c'est d'un point de vue de l'organisation, c'est vraiment à des années-lumière du coup de l'éducation nationale puisque Ah ouais, là on parle d'un loisir alors qui a un grand impact sur la vie des gens quand même, hein. ouais. Enfin, moi je ne pourrais pas vivre sans sport. Même si tu vois, c'est un plaisir pour moi de faire du sport, et ben je n'arrive plus à m'inscrire à du sport en club ou en équipe ou en asso parce que c'est un loisir et clairement, ça m'embête de me dire ah, le samedi à 10h15, il faut que j'aille faire mon loisir, tu vois? Ah mais Tu vois bien ce que sûr. je veux dire? Mais pareil. Autant ça me plaît pas dans le monde professionnel, mais ça me plaît pas non plus dans ma vie personnelle, et du coup, le concept là que tu expliques, moi je connaissais pas ça avant. Enfin, l'idée était venue naturellement, ou tu connaissais des gens qui fonctionnaient comme ça? Bah, ça commence à apparaître en fait un peu sur les réseaux, ce genre de manière de coacher. Je pense que c'est très présent dans les pays anglo-saxons, mais peu en France encore, mais ça commence à popper. Et donc, moi, j'ai mes collègues, hein, c'est-à-dire que je connais des coachs en ligne aussi, qui sont du coup mes collègues, même si on ne se voit pas parce qu'on habite loin, quoi, mais on sait ce que chacune fait. Et du coup, ben, ces personnes-là travaillent un peu comme moi. Alors, on a tous toutes nos spécificités, notre manière d'avoir pensé la façon dont on coach, etc. Mais globalement, c'est comme ça que ça se passe et ça commence petit à petit à évoluer de plus en plus, enfin, à être de plus en plus une manière de pratiquer la musculation et de coacher. D'accord. Et du coup, donc toi, dans ton auto-entreprise, là, tu es toute seule pour le moment, ou tu prévois peut-être de rester toute seule dedans? Alors, je suis toute seule effectivement, donc ça implique d'avoir c'est aussi, enfin peut-être pour les personnes qui nous écoutent, ça a vraiment des côtés, merveilleux d'être auto-entrepreneur et moi c'est ce qui me correspond le mieux. Mais ça a aussi beaucoup de côtés, épuisants, c'est-à-dire qu'on a, 40 casquettes quoi. Je fais 40 000 trucs, je suis autodidacte dans plein de domaines parce que c'est nécessaire. Mais j'ai la chance d'avoir, des amis
qui sont vraiment exceptionnelles et qui m'aident en fait quand ça va pas. Par exemple, j'ai une amie qui, justement, qui a eu son concours, qui a fini première d'ailleurs pour être professeure d'éco-gestion. Du coup, elle m'aide avec la compta. Ah, c'est cool. Et après, je travaille avec deux collègues on a créé un mouvement donc, qui s'appelle la Strong Women Factory. Et on veut vraiment montrer aux femmes qu'elles sont fortes et qu'elles n'ont pas à suivre les injonctions sociales auxquelles on doit répondre tout le temps, quoi. Et du coup, voilà, à ce moment-là, je travaille avec mes deux collègues, toujours en ligne, hein. Mais sinon, dans mon entreprise de coaching, ouais, pour l'instant, je suis seule et j'aimerais bien à terme pouvoir travailler, m'associer avec mes deux collègues de la Strong Women Factory et embaucher mes amis et faire une grosse entreprise bien familiale, bien cool, quoi. Ce serait vraiment mon rêve, ouais. Et les 2 personnes là, avec qui tu bosses à la Strong Women Factory, elles sont aussi auto-entrepreneurs ou pas? Oui, tout à fait. Alors, il y en a une qui s'appelle, Amélie et qui, coach comme moi. On a la même formation et on s'est rencontrés, grâce à cette formation sur les réseaux sociaux. Donc on s'était pas rencontrés en physique, on s'était d'abord rencontrés sur Instagram et ensuite on s'est rencontrés en physique et puis on a décidé de travailler ensemble. Et donc elle est aussi auto-entrepreneur et l'autre l'autre personne avec qui je travaille qui s'appelle Ludivine, qui est, une de mes coachées. Donc d'abord je l'ai coachée et je la coach encore d'ailleurs. Et elle est diététicienne et elle est en Belgique. Et en fait, on s'est tellement bien entendu qu'elle est devenue une amie, même si je la coach toujours. Et je lui ai proposé, avec Amélie, on lui a proposé de travailler avec nous, en fait, parce qu'elle avait une plus-value à apporter à notre mouvement. D'accord, et en dehors de ça, du coup, je fais le lien, mais j'ai vu que tu avais énormément de contenu que tu créais. Donc il y a la Strong Woman Factory, que Ouais. tu partages avec 2 personnes. Tu as ton compte Instagram qui est franchement énormément fourni. Enfin, ça fait Ouais. quelques mois maintenant que je te suis et tu postes régulièrement. Il y a beaucoup de stories, beaucoup de partages, beaucoup d'informations. Donc enfin, je vois bien, vu Cool. de l'extérieur déjà, que tu y passes du temps. Donc vu de l'intérieur, je n'imagine pas. Merci. Tu as une chaîne YouTube, j'ai commencé à regarder tes vidéos et je me suis rendu compte que tu devais avoir forcément, donc ça vient peut-être de tes formations ou d'auto-formation, mais tu avais plein de connaissances sur le corps humain, en fait, de manière générale, quoi. Oui, du coup, merci vraiment, ça fait plaisir d'avoir, d'avoir ce genre de retour sur notre travail, donc vraiment merci. Et oui, en fait, nécessairement en se formant, sur la science de l'entraînement et de la nutrition, j'ai appris, comment fonctionnait le corps humain, j'ai appris, des choses aussi en nutrition. Ça fait partie de ma formation pour être coach, en fait. Si j'avais pas ces connaissances-là, je pourrais pas coacher, hein, tout simplement parce qu'il faut savoir comment un muscle s'active, par quel mouvement pour pouvoir donner des exercices qui vont faire qu'on va se muscler de telle ou telle façon. Donc c'est normal que j'ai ces connaissances-là. Ah, ouais, j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Et à côté de ça, donc, tu as un podcast également, Ouais, et donc tu as ton site internet que exactement. j'ai farfouillé en long, en large et en travers également Dis pour donc! voir comment ça fonctionnait. Oui, j'ai fait ma petite curieuse. Trop bien, trop bien. Mais du coup, tout ça, parce que là, on peut parler de tout ça, ça fait vraiment beaucoup à côté de ton métier premier. C'est des choses que tu fais par pur plaisir ou c'est des choses que tu fais par rapport à ton activité ou est-ce que tu avais déjà ces à côté avant et tu as lancé ton activité ensuite? Comment est-ce que c'est relié tout ça? Alors ça, encore une fois, c'est une bonne question qui va me demander de réfléchir un peu. C'est une question que je m'étais jamais posée, en fait, pourquoi j'ai fait tout ça? Je crois qu'en fait, ce que j'aime aussi dans mon métier de coach et dans les réseaux sociaux, c'est que j'aime créer. J'ai énormément d'idées au quotidien. Je me réveille, j'ai 40 idées, mais c'est pas une façon de parler, hein, c'est la vérité. Et et en fait, ces idées-là, je les avais déjà quand j'étais prof. Vraiment d'un point de vue pédagogique, je travaillais avec un collègue, qui était un pote et en fait, il était trop content parce que, en bossant avec moi et on s'amusait quoi. J'inventais des manières pédagogiques de faire les choses et c'était cool. Mais, j'étais limitée quand j'étais prof parce que voilà, encore une fois, on a l'institution qui nous cadre et cetera. Et là, ma créativité elle peut s'exprimer en fait et j'adore ça, j'adore créer. Je suis trop heureuse, d'avoir créé ce mouvement qu'est la Strongman Factory, d'avoir notre chaîne YouTube, de créer des vidéos, de transmettre, de mes posts Insta, j'adore les faire. J'ai une passion pour Instagram, j'adore créer du contenu sur Insta, c'est vraiment un plaisir, même si c'est extrêmement fatigant, hein.
Donc à la fois, c'est parce que ça répond enfin à un besoin que j'ai d'exprimer ma créativité et mes idées. Donc j'ai trouvé quelque chose où les canaliser, en fait. Et à la fois, bah, ça fait partie aussi de mon travail, c'est-à-dire que, je peux aider les gens qui, ont envie de recevoir, ces conseils en post, en podcast, en vidéo YouTube. Je peux les aider. C'est du travail, gratuit, hein, je suis pas payée pour mes posts Insta, quoi. Et en même temps, bah, ça permet aussi de montrer aux gens que je sais de quoi je parle et donc ça peut aussi leur donner envie de s'offrir la possibilité d'être enfin bien encadrés par quelqu'un qui, correspond à leurs besoins pour évoluer en musculation et dans leur tête. Ouais, c'est vraiment un prolongement de ce que tu fais, en tant que coach, mais qui s'adresse à un plus grand nombre de personnes, en fait, et pas forcément qu'à tes coachés. Genre moi, clairement, j'ai pu en bénéficier alors que je fais pas partie de tes coachés. Voilà, exactement et c'est trop cool, je trouve. Ouais, mais c'est un travail, dont enfin, il y a une charge de travail derrière que, du coup, toi, tu dois forcément connaître puisque tu es dedans, mais qui ne se voit pas, de l'extérieur. Genre moi, j'ai jamais fait de montage vidéo et je m'en rendais pas compte, au début de YouTube, mais là, plus ça va, plus je me rends compte du travail que c'est, en fait, de filmer, de dérusher, de choisir, de mettre la musique par-dessus, de mettre, tel texte à tel endroit, de et c'est beaucoup de boulot et je m'en suis rendu compte, bah, là, par rapport, au podcast, puisque tu en as un aussi. Moi, j'en ai écouté des podcasts, mais des dizaines pendant des heures et des heures et des heures, et j'ai toujours vu ça comme bah, t'allumes le micro, tu racontes ta vie avec quelqu'un pendant 20 minutes, une demi-heure, une heure, puis tu fermes le micro, tu mets un petit jingle au début, un jingle à la fin, terminé, bonsoir. Et en fait, Pas du pas tout. du tout. Je m'en suis rendu compte là, avec le premier épisode. Bah déjà, tu le réécoutes pour savoir voilà, s'il y a des soucis avec le son, s'il faut couper des bouts, etc. Mais en fait, si t'as fait un podcast d'1 heure et demie, bah tu le réécoutes au moins une fois 1 heure et demie. Ouais, Donc en fait, ça te prend exactement. vachement de temps. Et c'est pareil du coup avec la vidéo. Et enfin ouais, c'est beaucoup de boulot qu'on voit pas forcément. Bah, c'est tout ce qui est la création de contenu, Ouais. en fait, qui a encore un peu de mal parfois à être reconnu. On sent que ça vient, mais bah, c'est récent, et comme tout ce qui est récent, forcément, bah, les gens ont des doutes, et puis je pense que c'est comme beaucoup de choses dans la vie, tant que t'as pas mis un pied dedans, t'as pas idée de ce qui se cache derrière, en fait, t'as pas idée de l'envers du décor. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai compris à quel point c'était une charge de travail quand je m'y suis mise. Et maintenant, quand je regarde une vidéo, quand j'écoute un podcast, quand je consomme en fait un contenu qui est produit et donné cadeau comme ça sur une plateforme, je mets un like, je m'abonne si vraiment ça me plaît. J'hésite pas en fait à rendre bah, de manière gratuite aussi ce contenu Ouais. qu'on me donne parce que maintenant, je sais que la personne, elle en a chié sa race pour créer ce truc, quoi. Toutes ces activités-là que tu as, que ce soit le podcast, la chaîne YouTube, la Strong Woman Factory, ton compte Instagram, il y a rien qui te rapporte de revenus? Non, 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 pas du tout. Il y a que, mon métier de coach. Donc voilà. Voilà, voilà. Et t'as fait comment, donc, quand t'as lancé ta boîte au départ? Est-ce que, genre, t'as tenté des coachings gratuits pour voir comment c'était, prendre du recul, ou est-ce que t'as directement lancé ta boîte en sortant de l'éducation nationale et t'as lancé ton activité tout de suite? Non, bah, d'abord, je me suis formée, donc ça m'a pris, 1 an et en parallèle, j'essayais d'appliquer, ce que j'apprenais directement sur mes potes. Donc merci les potes d'avoir été mes tout premiers cobayes et puis après, je me suis lancée, hein, je me suis lancée et en fait, j'ai progressé, à mesure que je gagnais en expérience et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je continue à me former encore au quotidien parce qu'en 1 an, on fait pas le tour, des sciences de l'entraînement et de la nutrition donc je continue d'apprendre et j'essaie de faire évoluer ma manière de coacher, au fil des expériences, en fait. Vraiment, mes coachés m'apportent, énormément en retour parce qu'ils me permettent de voir, des problèmes, de trouver de nouvelles solutions, de m'améliorer, en fait, dans la manière dont je fais mon travail. Et au niveau des formations, j'avais été regarder sur ton site internet, Ouais. j'ai vu que tu parlais de 2 certifications. Donc il y a la Bayesian Bodybuilding France et la Nerdy Muscle Academy. Est-ce que tu peux m'en parler de ces 2 formations-là? Oui, rapidement. En fait, alors il faut savoir que la France, c'est l'un des rares pays où on a un diplôme d'État, en fait, qui reconnaît les aptitudes à coacher des gens. Donc de toute façon, on a un sérieux problème avec les diplômes, à mon sens, hein, parce qu'encore une fois, j'ai eu mon CAPES de philosophie, et enfin, il s'avère que je faisais bien mon métier, mais j'aurais tout aussi bien pu avoir mon concours et ne pas être une bonne prof. Donc vraiment, à mon sens, le diplôme ne fait rien. C'est qu'une reconnaissance de l'État, quoi.
Et du coup, bah, moi, je voulais faire un BPJEPS, donc c'est le nom du diplôme d'État qui reconnaît les coachs en France, mais je n'ai pas eu ma démission immédiatement. Enfin, au moment où je l'ai demandé et au moment où je pouvais m'inscrire pour un BPJEPS. Sauf que le BPJEPS, c'est payant, c'est 5 000 € à peu près en moyenne l'année. Et du coup, je pouvais pas m'inscrire dans un centre de formation sans savoir si j'allais pouvoir y aller ou pas, quoi, parce que je savais pas si j'avais ma démission. Donc c'était vraiment, j'étais dans une situation, en plus en burn-out et en arrêt maladie, parce que je ne pouvais plus aller enseigner. J'étais vraiment au fond du seau. Et du coup, je devais gérer cet état où je savais pas si on allait me laisser partir. J'avais envie de réaliser mes rêves et en fait, je pouvais pas parce que bah, je savais pas. Donc, j'ai eu ma démission trop tard pour m'inscrire au BPJEPS. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire autrement. Je veux me lancer. J'ai pas de temps à perdre, en fait, tout simplement parce que en un sens, je n'ai plus de revenus. Donc, il faut maintenant que ma vie elle avance, en fait. J'ai pas le temps de niaiser, quoi. Donc, je me suis renseignée sur bah, les formations qu'on me proposait. Et j'ai trouvé la Bayesian Bodybuilding France, donc qui m'a permis d'avoir vraiment des connaissances vraiment très poussées sur la science de l'entraînement et de la nutrition. Et donc, cette formation m'a vraiment permis d'apprendre énormément de choses. Donc, je suis un peu en autodidacte, quoi. Puis, j'ai continué à me former avec la Nerdy Muscle Academy et je continue à me former encore au quotidien. Je n'ai plus l'intention, enfin, je ne pense pas avoir l'intention de passer un BPJEPS parce que, en fait, je trouve que j'ai ce qu'il me faut dans la formation que j'ai eue. Donc, le BPJEPS ne m'apporte rien en plus, si ce n'est le diplôme d'État, enfin la reconnaissance de l'État. Mais finalement, on voit bien que On a compris que la reconnaissance de l'État t'importait peu. voilà, exactement. Déjà, elle m'apporte peu, clairement. Et puis, si c'est avoir un BPJEPS pour voir les salles de sport fermées et pas pouvoir faire son métier, non merci, quoi. Ouais. Et moi, j'aime coacher en ligne. J'aime vraiment coacher en ligne. Je trouve que je suis beaucoup plus présente en ligne qu'en présentiel si j'étais dans une salle de sport. Donc, ça me va très bien comme ça. C'est par le fait d'être chez toi, dans ton environnement et qu'il n'y ait rien qui puisse venir te distraire? Alors, il y a plein de raisons. J'aime pas les gens. J'aime pas les gens. C'est très paradoxal, hein, parce que je suis vraiment dans le social, le bien-être. Je suis en train de porter les gens autour de moi, mais j'aime pas les gens. Mais en fait, non, c'est que vraiment j'ai un problème d'angoisse au contact des gens. Donc moi, travailler chez moi, c'est parfait. Et puis, je veux plus avoir des gens au-dessus de moi qui me disent quoi faire. Et à moins que j'ai ma propre salle de sport, ce qui est un rêve pour le futur, j'ai pas envie de me coltiner en plus des gens qui seront sûrement sexistes, même sans le savoir, le sexisme ordinaire, il est partout. Raciste, parce que même sans le savoir, le racisme ordinaire est partout. Homophobe, et j'en passe. Moi, je suis à un autre point dans ma vie et j'ai pas envie de me taper ça à nouveau, comme j'ai pu devoir le subir à l'éducation nationale, à expliquer aux gens que c'est pas parce qu'ils étaient habillés en crop top que c'était la fin du monde. Bon, après, si t'es bien avec les formations que t'as là et que ce que tu fais te plaît, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à retourner en faire une autre, hein. Oui, voilà, exactement. Est-ce que tu te souviens, les 2 formations dont on parle là, tu te souviens donc ça t'a pris 1 an et est-ce que tu te souviens combien ça t'a coûté? Oui, ça m'a coûté, je crois, 1 200 € la Bayesian Bodybuilding. Donc par rapport à un BPJEPS, c'est 5 000 € le BP, hein, Ce que tu disais, ouais. donc c'est cool. Et puis, la Nerdy Muscle, je ne sais plus, autour de entre 200 et 400 €, je sais plus. Ouais, donc sur un package total, on est quand même bien en dessous, du Ouais. BPJEPS. Ouais, ouais, clairement. Et je me suis aussi formée pour apprendre à utiliser Instagram parce que bah, si je voulais pouvoir porter mon message, il fallait que je sache utiliser cette plateforme. Donc, pareil, j'ai payé une petite formation, peut-être 200 €. D'accord. Et ça, c'est des formations que je commence à voir fleurir, sur Instagram et du coup, je me dis qu'il doit y avoir, toute une manière de l'utiliser autre que, voilà ce que j'ai mangé ce midi, ce que je fais à merveille pour l'instant. Comme je n'ai pas d'activité spécifique à partager sur les réseaux sociaux, ma foi, ça me va très bien. Mais ouais, je commence à me dire, bah, il y a toutes ces histoires d'algorithmes et tout ça, donc forcément, il y a de la recherche, qui est faite derrière et c'est forcément pensé, quoi. Ouais. Quand tu étais dans ces 2 formations-là, c'est des formations qui étaient à distance ou qui étaient en présentiel? Non, qui était à distance. Donc, encore une fois, ça m'allait très bien. Heureusement que je t'ai pas proposé un podcast en présentiel.
Non, mais j'aurais fait un effort, hein. C'est gentil. Et du coup, donc comme c'était en distanciel, tu pouvais organiser tes heures ou c'était genre à distance, mais sur des créneaux horaires qui étaient choisis? Non, pareil, je pouvais, vraiment organiser, bosser quand je l'entendais. C'était en plus une formation, qui était pensée pour, les gens qui étaient déjà coach éventuellement. Il y avait pas mal de personnes qui avaient déjà un BPJEPS qui faisaient cette formation pour aller plus loin, parce que ça va plus loin que le BP. Donc, c'était pensé pour les gens qui travaillent le soir, chez eux, qui bossent la formation le week-end, et cetera. Donc c'était vraiment, à nous de nous organiser. Et tu parlais tout à l'heure, de notamment, ta connaissance, en écogestion qui t'aidait à faire ta compta. Mmh. Tes proches, ils ont pensé quoi de ta démission? Est-ce qu'ils ont été surpris? Est-ce qu'ils ont accepté? Et est-ce qu'ils acceptent, ta nouvelle activité? Alors, oui, mes proches, ça s'est bien passé parce que déjà mes proches sont loin. C'est-à-dire que mes parents vivent à La Réunion actuellement. Donc, je les vois, rarement et en fait, je j'avais pas échangé avec eux sur le fait que j'étais vraiment en burn-out. Je leur ai dit au moment où j'étais en arrêt maladie, je leur ai dit: «Écoutez, je vais démissionner». Donc ils l'ont appris, vraiment, au moment même où ça s'est fait et ils m'ont juste souhaité de réussir et enfin, ils ont vu que c'était vraiment une nécessité. Donc, ils m'ont vraiment pas pris la tête et Ouais. au début, je pense qu'ils comprennent. Enfin, voilà, on est loin encore une fois avec mes parents, donc on échange peu et c'est difficile pour eux de se rendre compte de ce que je fais. Donc je pense qu'en plus, vu que je fais des trucs un peu chelous, c'est d'autant plus difficile pour eux de le comprendre. Mais ensuite, ma mère est venue en France il y a peut-être 1 an et elle a vu en fait comment je bossais et j'ai essayé de lui expliquer un peu ce que je faisais et du coup, j'ai eu leur soutien à 100%, encore plus qu'avant, donc c'est cool. Et pour ce qui est de mes potes, de toute façon, ils m'aiment, donc enfin, elles m'aiment. Donc, euh, donc, quoi que je fasse, elles sont là et j'ai beaucoup de chance de les avoir. Donc t'as pas de regrets là, a posteriori, 2 ans plus tard? Zéro regret. Alors là, non, mais même si je m'étais pas découverte dans cette passion, parce que véritablement, j'adore ma vie actuellement, j'aurais eu zéro regret parce que dans tous les cas, moi, c'était soit ça, soit je brûlais le rectorat. Donc, c'était mieux pour tout le monde que je me casse, en fait, hein. Et toi y compris. C'est pas le même avenir qui t'attendait derrière. Voilà, voilà. Quand tu as commencé à vraiment vouloir partir, c'est quoi qui te faisait le plus peur? Qu'est-ce que tu imaginais qui était le plus flippant derrière? Je crois que j'ai toujours eu peur et j'ai encore peur d'ailleurs de, pas savoir faire autre chose. Alors, Émilie en parlait dans le premier podcast et elle disait qu'on croit qu'on n'est pas capable de faire autre chose parce qu'on a appris on a fait des études pendant des années et puis on a enseigné pendant des années et on a fait que ça. Et c'est très cloisonnant en fait, d'être prof, on a l'impression. Et quand elle disait qu'en fait on peut tout apprendre et ben, elle a tout à fait raison et vraiment, je pense qu'il faut vraiment en être conscient, consciente. Mais moi, c'est une peur qui est encore là. Hem et puis j'en ai vraiment encore peur, en fait. C'est-à-dire que, encore à l'heure actuelle, parfois, j'ai l'impression de faire moins bien que les autres. J'ai l'impression de devoir apprendre 2 fois plus pour être à la hauteur et j'ai l'impression parfois que ce que je fais, c'est vraiment nul. Donc, enfin voilà, si je devais arrêter d'être coach et faire autre chose, je le ferais parce qu'il faut dépasser ses peurs. Mais j'aurais quand même cette peur de pas être capable et de pas être à la hauteur, alors que si en fait. Et maintenant que justement tu es partie et que de toute évidence tu es capable et tu es à la hauteur du métier que tu fais, qu'est-ce que tu dirais qui a été finalement la vraie grosse difficulté? Est-ce que c'est ça, ce changement? Est-ce que c'est de se former? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est administratif? Le plus dur là maintenant, c'est quoi? Le plus dur, c'est financier. Le plus dur, c'est vraiment financier, c'est-à-dire que moi, si je pouvais gagner ma vie sans me demander si je vais pouvoir payer mon loyer, rembourser mon crédit et acheter à manger, je serais heureuse et épanouie et je pourrais travailler 60 heures de plus sans aucun problème. Mais vraiment, c'est dur parce que c'est quand même un domaine qui est un peu surchargé, quoi. Il y a beaucoup de coachs. Le coaching en ligne, les gens savent pas encore très bien ce que c'est. Et puis, il y a la crise du Covid et la gestion par le gouvernement qui nous met vraiment des bâtons dans les roues, je pense, à beaucoup d'auto-entrepreneurs, quel que soit le domaine, puis à beaucoup de métiers par ailleurs. Donc, c'est vraiment l'aspect financier. Et
Et moi, à terme, j'aimerais pouvoir gagner suffisamment ma vie pour pouvoir embaucher mes amis et que plus jamais mes amis n'aient à se poser la question de savoir si elles aiment leur travail parce qu'elles l'aimeront en fait et que leur vie sera épanouie. C'est vraiment ça que je veux, c'est qu'on puisse vivre heureuse et faire ce qu'on aime tous les jours ensemble. Et c'est vraiment ça le plus dur, c'est de bâtir un empire qui est dur en fait. Et est-ce que là, si t'as pas de tabou sur le sujet, est-ce que tu peux nous dire combien tu gagnes par mois? Ou est-ce que, comme c'est par rapport peut-être à tes coachings, est-ce que c'est vraiment genre différent tous les mois, toutes les semaines? Est-ce Ouais, que tu as un salaire fixe en gros? non, pas du tout. C'est complètement variable. Bah, j'ai en tête les derniers revenus que j'ai gagnés parce que j'ai fait ma compta il n'y a pas longtemps. Donc ça tombe bien. Le mois de juillet a été assez fructueux. J'ai gagné 1 500 € par là. Ensuite, j'ai par exemple le mois de septembre qui a été moins bon. J'ai gagné 1 200 €. Donc en gros, en moyenne, je gagne un SMIC, quoi. Et puis là, Ouais, avec le Covid, vraiment, c'est dur. Enfin, avec la gestion de la crise par le gouvernement, c'est dur. Donc, je ne sais pas de quoi seront faits les ouais. mois prochains. Ah, Euh, toi, tu as été très impacté quand il y a eu donc la première crise Covid, mais là, ben, pour les auditeurs et auditrices qui écoutent, on aurait dû déjà l'enregistrer, ce podcast, et puis en fait, bah, la date était prévue au moment où les salles de sport ont à nouveau fermé, là, il y a 2, 3 semaines. ouais. Et toi, tu le vis comment au niveau de ton travail? Comment est-ce que tu fais pour continuer? Parce que tes coachés, j'imagine qu'ils ont besoin de la salle de sport pour Bah, s'entraîner. Et toi aussi, puisque c'est ta passion, j'imagine qu'en plus de ton métier à côté, tu t'entraînes aussi. ouais, alors moi, très simplement, hein, j'ai pleuré. Quand j'ai appris la fermeture des salles le soir même, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai bu 2, 3 shots de rhum pour me remettre. Vraiment, ne faites pas comme moi pour gérer vos émotions, hein. Et en fait, c'est dur parce que déjà, la musculation, il faut bien comprendre, ou le sport en général, hein, si on veut, on prend le sport en général, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de thérapeutique. Et en fait, quand on prive les gens de ça, on peut envoyer des gens en dépression. Moi, la musculation a sorti plusieurs personnes de leur dépression dans leur vie. Donc, plusieurs de mes coachés, sans la musculation, retombent dans des travers et des choses horribles. Donc, la musculation, ça devient quelque chose de vital. Et du coup, je savais que potentiellement des personnes que je coachais allaient en être privées et que du coup, ça allait avoir un impact sur leur psychologie horrible. Moi-même, je nécessite m'entraîner tous les jours. C'est vital, en fait. C'est pour mon bien-être. Et, euh, et puis, par ailleurs, j'ai pas besoin d'une fermeture des salles quand je suis en train de construire une entreprise et de vouloir bâtir un empire. Moi, j'ai besoin que ça tourne. J'ai besoin que les gens puissent aller s'entraîner, que les gens aient besoin de moi, en fait. Et là, c'est encore une fois comment je vais faire pour pouvoir faire ce que j'aime, en fait. On me met des bâtons dans les roues pour vivre de ma passion, de mon travail, qui est une passion par ailleurs. Donc, j'étais au fond du seau, hein, clairement. J'étais pas bien. Voilà. Et t'as pas eu d'aide de l'État, que ce soit la première fois vers mars-avril ou là, quand ça ferme à nouveau? Alors la première fois, les auto-entrepreneurs avaient une aide, je sais pas quoi, mais c'était sur les revenus. En fait, si on avait gagné moins cette année que l'année précédente, or moi j'avais gagné plus puisque mon entreprise est en train de se construire. Donc voilà, donc j'y ai pas eu droit. Et là, il me semble que j'ai une aide de l'URSSAF. Enfin, j'ai pas une aide de l'URSSAF, mais je peux déduire les 3 derniers mois du premier mois du trimestre. Je sais pas quoi, faut que je regarde, je suis une bille en Un administratif. truc Voilà, administratif, quoi. voilà, je crois qu'on a ça, mais honnêtement, c'est pas de ça dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin que les salles, elles soient ouvertes et elles sont pas ouvertes, donc voilà. On a parlé du salaire, mais au niveau donc des journées, ça donne quoi en termes d'heures? Parce que toi, tu dis que tu aimes beaucoup travailler, tu travailles beaucoup. Du coup, j'imagine que tu faisais déjà beaucoup d'heures en tant qu'enseignante, surtout en philo, la prep, Ouais. les corrections, etc. Mais j'imagine que donc tu fais aussi beaucoup d'heures aujourd'hui. Est-ce que c'est kiff-kiff ou est-ce qu'il y a un des deux métiers où tu travaillais plus? Ou est-ce qu'il y a un des deux métiers où la charge de travail te pesait plus? Alors, pour moi, en termes d'heures, c'est kiff-kiff parce que voilà, j'ai toujours beaucoup travaillé. Donc, je peux pas donner une idée du nombre d'heures que je passe à bosser par jour. J'ai pas de notion du temps. Donc, en réalité, j'en sais rien. Puis parfois, je peux faire du montage jusqu'à 2 heures du mat, hein, donc je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me pesait plus quand j'étais prof parce que c'était extrêmement contraignant de devoir corriger
des paquets de copies, de lire toujours la même chose, c'est extrêmement redondant. Ça m'épuisait le cerveau et puis de trouver les moyens pédagogiques de leur faire comprendre leurs erreurs, etc. Voilà. Et puis, en fait, quand j'étais prof, je vivais en pensant toujours à comment j'allais pouvoir utiliser les choses de la vie pour les retransmettre en cours. Donc, je regardais une série et j'étais en train de faire une analyse pour mes élèves dans ma tête. Donc, j'étais jamais en train de me reposer, en fait. Et maintenant, c'est la même chose, mais pour un truc qui me passionne. Donc c'est cool en vrai. Enfin, j'ai peut-être un peu perdu le sens de Non, 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 pas du tout. C'est exactement ça, c'est la charge de travail, on va dire, factuelle en termes de nombre d'heures, mais aussi, la façon dont on le vit, quoi. Des fois, on peut travailler, je sais pas, quelqu'un qui bosse un mi-temps dans un truc qui lui plaira pas du tout, va sentir beaucoup plus le poids de ce travail-là que de faire un temps plein dans quelque chose qui l'intéresse. Ouais, bah voilà, c'est exactement ça. Après, il y a vraiment un côté Heu, angoissant, hein, enfin, j'insiste peut-être un petit peu là-dessus, mais je serais beaucoup plus sereine dans ma tête si, j'avais un prévisionnel et que je savais que tous les mois, je pouvais, payer, mon loyer, mes factures et à manger, quoi, et mon crédit. Et en fait, vraiment cet aspect, financier est angoissant au quotidien pour moi. Voilà, si je peux le préciser quand même. Ouais, tu raison de le dire parce que, moi, en étant toujours de l'intérieur de l'éducation nationale, je suis un peu en train de me dire: «Oui, mais moi, je m'en fous, de la sécurité de l'emploi. Ce que je veux, c'est être libre». Ouais, Au final, si je le fais pas, il y a bien une raison derrière, hein. Faut faut ouais, ouvrir un peu les yeux aussi sur soi-même et je pense que c'est important de le dire, toi qui es dedans, parce que j'écoutais un autre podcast, qui s'appelle, «Deux vraies vies», ouais. Anastasia, si tu m'écoutes, où on parlait justement du fait que le l'auto-entrepreneuriat ne devait pas être une fuite du salariat. Et c'est vrai qu'on a tendance souvent à le voir comme ça parce qu'on s'imagine libre et indépendant. Mmh. Et qu'en fait, cette liberté et cette indépendance, bah, elle a un prix dans tous les sens du terme. Et que je pense Ouais, que pour certaines personnes, ce que tu dis là, bah, ça va avoir un vrai poids parce qu'il y a des gens qui ont ben, des familles, des enfants qui font des études, des enfants en bas âge ou des projets, des passions à côté qui leur coûtent aussi, ou un besoin de sécurité financière plus important. Et c'est important à prendre en compte. Il y a pas que la liberté et l'indépendance dans la vie. Chacun a ses besoins à sa hauteur. Et c'est important bah, de penser à l'argent aussi, quoi. Si ouais. ça fait partie des facteurs qui te permettent de dormir le soir tranquillement, bah, c'est important, hein. Oui, non, mais clairement, clairement, c'est une vraie question et un vrai problème et une vraie difficulté. Et d'ailleurs, sur Instagram, bah, quand j'ai fait un post pour partager bah, ton podcast et le fait qu'on allait en enregistrer ensemble, etc., Ouais. j'ai une abonnée enfin, qui me l'avait déjà dit par ailleurs, qui m'a expliqué que ça fait 15 ans qu'elle est à la SNCF et qu'elle veut démissionner pour enfin pouvoir être coach elle aussi en CrossFit. Et en fait, elle disait dans son commentaire sous mon post que bah, les conditions matérielles de reconversion, pas nécessairement quand on est prof du coup, mais même elle, elle bosse à la SNCF, bah, c'est vraiment problématique, que son entourage est en panique pour elle, qu'elle n'est pas financée dans sa reconversion. Enfin, il y a un tas de problèmes en fait. Et c'est purement financier et je trouve que ça fait quand même bien chier que notre épanouissement personnel soit tributaire de ces conditions matérielles. Non, je suis d'accord avec toi. Mais malheureusement, comme on vit dans un monde qui Ouais. fonctionne comme ça, dès que tu sors de ce cadre-là, même si c'est pour croire Mm. en ce qui toi t'importe, bah, mine de rien, t'es mis en marge. Et en fait, en marge, bah, y a pas beaucoup d'aide pour Ouais. toi, quoi. T'es de côté. Tu choisis de te mettre de côté du système global. Bah, voilà, une fois que t'es de côté, t'es libre, t'es bien content, mais bah, t'es un peu plus tout seul, quoi. Ouais, clairement. Après, c'est pour ça aussi, hein, l'idée de ce podcast-là, ça permet aussi, ben moi je mets vos contacts dans la description du podcast et ça permet aux gens ben voilà, de poser peut-être des questions plus pointues sur certains thèmes ou de se retrouver entre gens qui ont fait une même reconversion et qui sont deux personnes en marge, entre guillemets, et qui vont pouvoir échanger, se soutenir. Parce qu'on a beau être en marge et avoir des difficultés, quand t'es deux, quand t'es trois, t'as toujours l'impression que du coup t'es plus tout seul. Même si t'es pas beaucoup, au moins t'as l'impression de plus être tout seul et ça fait vraiment du bien, je pense. Ouais, non, mais c'est clair. Mais toi aussi, tu as l'aspect social du réseau, quoi. C'est cool. Et c'est cool que tu passes ce message-là. On a parlé charge de travail, quantité horaire. Côté vacances, tu n'as plus Oula! les mêmes vacances.
Non, sérieusement, je n'ai pas, de vacances. Je n'ai pas de vacances, je n'ai pas le temps, la possibilité d'avoir des vacances actuellement. Donc heu, donc voilà, je travaille, H24. C'est quelque chose qui te manque? Alors comme, je suis quand même pas mal, accro au travail, en fait, j'arrive pas à me visualiser à ne rien faire. Donc en un sens, ça me manque pas trop, mais j'ai quand même des périodes, où je suis parfois plus ou moins angoissée, plus ou moins stressée, où j'ai l'impression d'être, au fond du seau. Donc je me dis qu'il faudrait que j'apprenne à relâcher la pression, à m'autoriser, à me mettre quelques jours off et tout, mais pour l'instant, j'arrive pas à le faire. Je me demandais, tes coachés du coup quand ils t'envoient enfin, quand ils prennent des créneaux pour échanger avec toi, est-ce qu'ils les prennent toujours au même moment ou c'est complètement aléatoire? Et est-ce que du coup c'est ça qui fait, tout à l'heure quand tu me parlais du fait de ne pas savoir combien tu gagnerais le mois prochain? Est-ce qu'ils changent, régulièrement? Est-ce qu'il y a des quotités pour lesquelles ils signent en s'engageant avec toi? Alors déjà pour ce qui est de l'échange, il y a pas de créneau, hein. C'est-à-dire que, je peux me lever le matin et avoir, 15-30 messages, à débriefer. Donc je peux le faire, quand je veux, hein, je peux tout faire d'un coup, je peux le faire, 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Et puis ça s'accumule, si je laisse, traîner avec, les prochains messages. Donc je laisse pas trop traîner non plus. Donc vraiment, il y a pas de créneau, c'est une liberté d'échange. Les personnes m'envoient leurs débriefs et je leur réponds, quand on veut, en fait. Hem et ensuite pour ce qui est du prévisionnel, en fait, j'en ai un quand même. C'est-à-dire que lorsque, mes coachés, s'engagent, et bien, ils, elles s'engagent sur un mois, 6 mois ou un an. Et du coup, j'ai, du prévisionnel en ce sens-là. Je sais qu'un tel prend un mois, un tel prend 6 mois, un tel prend un an. D'accord. Et ensuite, en règle générale, quand on s'engage pour un mois, on s'engage pour 2 mois, puis 3 mois, puis 4 mois parce que ça se passe bien, donc on n'a pas envie d'arrêter. Et Ouais. voilà, mais j'en ai aussi qui arrêtent parce qu'à un moment donné, bah, je leur ai apporté tout ce que j'avais à leur apporter, donc ça peut ne plus avoir de sens à ce moment-là de leur vie de continuer. Donc bah, il faut qu'il y en ait qui rentrent pour contrebalancer, le fait qu'il y en ait qui partent. Donc en fait, je sais jamais si j'aurai, suffisamment de personnes qui vont rentrer pour m'assurer, au moins un SMIC, voire plus. Parce que moi, je veux plus qu'un SMIC, je mérite plus qu'un SMIC. L'ensemble du travail que je fournis sur les réseaux sociaux, mérite, bien plus qu'un SMIC et l'empire que je veux construire, aussi. Donc voilà. Tu fait comment justement pour trouver tes premiers coachés? Alors ça, c'est une bonne question, comment j'ai fait? J'ai beaucoup coaché, les potes en vrai, hein, les premiers c'était beaucoup les potes, les premiers premières. Donc voilà et puis, j'étais sur Instagram, j'avais des gens qui me suivaient, même pendant ma formation. J'ai vraiment en fait, sur Instagram, j'ai des gens qui sont là depuis les 100 premières abonnés et qui ont vu tout le chemin que j'ai parcouru, qui sont encore là aujourd'hui et et du coup, bah, il y en a qui m'ont fait confiance et aujourd'hui, la plupart des personnes que je coach, vient soit du bouche à oreille parce que, un tel, qui a été contente de travailler avec moi en a parlé. Donc je remercie ces personnes-là de parler de moi parce que ça marche, quoi et soit, d'Instagram parce que, ben, c'est là-bas que je promeus aussi, mes services de coaching. Et puis c'est là-bas que les gens voient comment je travaille en fait, qu'ils se rendent compte, de ce qui se passe et de ce que je propose véritablement. Donc voilà, c'est surtout, grâce à Instagram et au bouche à oreille. Toi qui as aucun regret là sur ton changement de voie, qu'est-ce que tu conseillerais à un enseignant, une enseignante qui a envie de changer mais qui ose pas? Qu'elle ait un projet ou qu'il ait un projet ou pas? Qu'est-ce que tu donnerais, comme conseil de reconverti? Hem, alors moi, enfin, n'écoutez pas mes conseils. Soyez conscient, consciente du rapport coût-bénéfice. C'est-à-dire que, moi je suis bien consciente de ce que j'ai gagné et de ce que je n'ai pas et des conditions de vie que ça entraîne et je suis OK avec ça et c'est grâce à ça que je peux vivre ma meilleure vie. Donc moi j'ai envie de dire à toute personne qui a des rêves et des ambitions d'y croire, d'y aller à 2000%, de pas avoir de plan B. Surtout n'ayez pas de plan B.
faites les choses comme si vous jouiez votre vie, en fait. C'est le seul moyen pour que ça marche, à mon sens. Mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Ça demande parfois beaucoup de sacrifices et de travail, mais ça peut vraiment en valoir la peine. Donc c'est normal d'avoir peur, c'est normal de pas savoir, de s'angoisser à cause de l'avenir, mais c'est bien de faire les choses même si on a peur. Eh ben, je vais te relire quelque chose que tu as dit sur ton compte Instagram il y a 1 an, et je trouve ça merveilleux parce qu'en fait, c'est vraiment en accord avec ce que tu dis aujourd'hui, donc c'est que tu dois le penser vraiment profondément. Tu as dit « Le changement peut faire vraiment peur, l'instabilité, la précarité, la nouveauté, tout ça peut être immobilisant et effrayant, mais si c'est par là qu'il faut passer pour trouver votre voie et votre bonheur, alors sautez le pas autant de fois qu'il le faudra. » Et je trouvais ça trop beau à l'époque. Et je me disais, oh, j'espère que quand je vais l'interviewer, elle va pas me dire, ouais, non, en fait, j'aurais jamais dû, c'est horrible. Ah non, je suis trop d'accord avec moi-même, wesh. Mais voilà, mais en fait, je trouve ça hyper beau d'être d'accord avec soi. C'est bête, hein, c'est quelque chose que t'as dit il y a pas si longtemps, mais tu vois, la vie fait que, il y a le Covid qui est passé par là, qui aurait pu te faire regretter 1000 et une fois. Ouais. Et ça a pas été le cas, donc c'est que c'est vraiment ancré en toi. Et je trouve ça bien que tu ne vantes pas que le positif, ce qui peut parfois être le cas sur certains réseaux sociaux notamment, ou sur des gens qui n'ont pas envie de montrer leurs failles et les difficultés pour voilà, juste montrer, on va dire, qu'ils vivent leur meilleure vie. Ouais. Et merci de dire que c'est pas facile et de pointer du doigt ce qui peut être vu comme une difficulté pour certains ou certaines. Je pense que c'est important voilà, de pas seulement... Le but du podcast, c'est pas de dire allez-y... sautez le pas. Moi, je le fais pas, hein, mais allez-y, vous faites-le, tu vois. Mon but, c'est pas ça du tout. Mon but, c'est de montrer que c'est possible, parce que on le voit pas assez. On voit beaucoup de profs qui ont envie, qui essayent, qui arrivent pas, c'est compliqué, ils sont malheureux, etc. Et on en voit peu qui sont mis en avant et qui disent, voilà, c'est possible et ça se passe comme ça. Et moi, c'est le but, c'est de montrer que c'est possible, pas de montrer que c'est tout rose. Et là, voilà, tu remplis... parfaitement les conditions de ce podcast. Oh, super, écoute. Alors, j'ai une dernière question pour toi, avant qu'on se sépare. Je vais te demander de compléter une phrase. Et cette phrase, c'est « Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis ». Aujourd'hui, je suis coach sportive et je vis ma meilleure vie. Franchement, je te remercie parce que ça va encore être une longue émission. Là, je vois qu'on tourne vers 1h30. Ouais. Donc, merci pour tout le temps que tu as pris. Tu vois, on a bien fait de commencer en avance. Ouais. Et merci aussi en parallèle pour tout ce qui se voit pas, mais tous les messages que tu m'as envoyés, la motivation que tu m'as montrée à faire partie du projet. Et merci d'avoir répondu présente malgré la situation sanitaire actuelle et la manière dont ça impacte ton business aussi, parce que je sais que c'est pas facile. Moi, je suis pas concernée par ça. J'ai cette fameuse sécurité de l'emploi. Vraiment, merci à toi. C'est vraiment, encore une fois, je souhaite que ce podcast ait tout le mérite qu'il mérite et toute la reconnaissance qu'il mérite. Et courage pour le montage, hein, parce que toi-même, tu sais. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner afin de ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez également le noter, le commenter sur votre application d'écoute favorite. Et si vous pensez qu'il pourrait être bénéfique à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le lui partager. Retrouvez l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, mais également Facebook et Twitter, @avantj'étaisprof. Et si vous souhaitez échanger avec Pépita, vous trouverez le lien de son compte Instagram dans la description, ainsi que celui de son compte YouTube et de son podcast, et aussi de la Strong Woman Factory, et aussi de son site internet. On sait jamais qu'avec le confinement, vous ayez envie de vous mettre un peu à la muscu. À bientôt!